Bonjour et merci de nous avoir rejoints à ce webinaire consacré aux administrateurs territoriaux. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils choisi cette voie? Comment devenir administrateur? Et surtout, pourquoi faire? Vous êtes plus de 600 à vous être inscrits, ce qui témoigne d'un vif intérêt pour ce cadre d'emploi. 4 administrateurs territoriaux sont là pour répondre à mes questions et aux vôtres que vous pouvez nous poser via le chat. On sera ensemble de 10h à 11h30. Je suis Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des communes. Et j'ai le plaisir de recevoir Rémi Berthier. Bonjour Rémi. Vous devriez mettre votre micro. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint au conseil départemental du Val d'Oise. Vous êtes vice-président de l'association des administrateurs territoriaux de France. Amélie Dietlin, bonjour. Vous êtes directrice de la petite enfance, de l'enfance, de la famille au conseil départemental du Loiret. Bonjour Amélie. Bonjour. Grégory Bozonnet, vous êtes directeur de cabinet du maire de Montpellier. Bonjour Grégory, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Et Nicolas Horry, vous êtes directeur général adjoint à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, il y a schématiquement 3 façons de devenir administrateur. Guillaume, oui. Guillaume, excusez-moi, je vais vous couper la parole 2 minutes parce qu'on a un petit problème d'écho. Voilà, je pense qu'on peut reprendre et que ça va fonctionner. Merci, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, je disais qu'il y a schématiquement 3 façons de devenir administrateur. Concours externe, concours interne, examen professionnel. Plusieurs voies d'accès donc et des profils forcément assez divers. Et c'est ce que nous allons voir pour commencer avec nos 4 invités en faisant un petit retour sur leur carrière. Alors, comment et pourquoi êtes-vous devenu administrateur? Pourquoi? Ne saviez-vous pas encore au moment où vous avez passé vos examens et concours respectifs? Je vais poser la question à Amélie Dietlin, donc, qui est en poste au conseil départemental du Loiret. Amélie. Oui, bonjour. Alors, pourquoi d'abord être devenue administratrice territoriale à l'issue effectivement d'un parcours démarré à l'État, poursuivi en collectivité déjà dans un département sur des fonctions de direction adjointe pendant assez longtemps, et puis à un moment où finalement la question s'est posée de pouvoir aller au-delà de ces fonctions-là, avec une recherche aussi à ce moment-là d'orientation professionnelle. Voilà, un moment de réflexion comme il en arrive dans toute carrière professionnelle, et je suis persuadée que nombreuses personnes connectées aujourd'hui se posent ces questions-là. Et donc, parce que je connaissais aussi des administrateurs territoriaux qui ont pu témoigner de la richesse de ce cadre d'emploi, j'ai souhaité effectivement pouvoir évoluer vers ce cadre d'emploi. Alors moi, je suis passée par le concours interne. Petite précision, il existe également le 3e concours. Il y a 3 types de concours effectivement qui permettent de devenir administrateur territorial. Moi, c'était le concours interne puisque j'étais déjà une fonctionnaire aguerrie. Et puis aussi parce que j'ai également essayé l'examen pro, mais contrairement à mes collègues ici présents, je ne l'ai pas réussi. Voilà, donc je peux dire que j'ai presque passé le concours interne par défaut. Pour autant, c'est extrêmement riche. On en reparlera un petit peu plus tard dans la formation, puisque j'ai vraiment bénéficié de tout ce temps de formation et d'accompagnement à l'INET. Je ne m'étends pas plus que ça, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on y reviendra. Rémi, même question pour vous. Voilà, donc moi, schématiquement, ma carrière, je l'ai fait en 3 parties. J'ai commencé comme étant ingénieur consultant, puis cadre dirigeant dans le secteur privé pendant une 12aine d'années. Et puis, après, j'ai fait le choix du service public local. Et donc, par hasard, par un journal qui s'appelle la Gazette des communes, j'ai fait cadre A Alsace. Et je me suis retrouvé contractuel, attaché, directeur des piscines, plans d'eau et patinoires de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg. On m'a dit de passer le concours d'attaché, je l'ai passé, je l'ai eu. Et puis ensuite, j'ai passé les différents examens, donc d'abord attaché principal. Et puis, donc, ce qui m'a permis effectivement d'occuper dans le cadre d'emploi des attachés différentes fonctions de cadre de direction,
à la communauté urbaine de Strasbourg, mais aussi d'être DGS d'une commune du coup, en dessous de la strate des 40 000 habitants, qui était aussi une expérience passionnante, qui m'a donné envie d'occuper des fonctions à plus forte responsabilité dans des grandes collectivités et dans ces métiers passionnants des administrateurs, où on est à la fois proche des élus pour traduire aussi le projet politique en projet administratif, et puis une vraie capacité à agir, à embarquer les équipes, proche de l'usager. Donc c'est vraiment toute la passion de nos métiers. Donc c'est vraiment par choix que j'ai passé en 2016 à 50 ans l'examen professionnel d'administrateur, et qui effectivement m'a permis de développer ma carrière, d'une part donc jusqu'à devenir aujourd'hui directeur général adjoint du département du Val d'Oise, et puis également de rencontrer une communauté professionnelle des administrateurs passionnante, enrichissante, un travail entre pairs très important qui m'a fait m'investir au sein de l'Association nationale des administrateurs territoriaux. Alors merci. Je peux préciser ici que vous avez été élu président de l'Association des administrateurs territoriaux et que vous entrerez en fonction à la fin de l'année, au mois de décembre, par là, me semble-t-il. Voilà, et avec même, comme je vais dire, coprésident, puisque une des mesures phares de notre campagne, c'était d'instituer une coprésidence paritaire. Donc, j'aurai la joie de partager cette présidence avec Karine Garcin-Escobar, actuellement DGA de la ville de Marseille. Merci Grégory. Depuis Montpellier, vous exercez un poste de cabinet, mais je suppose que vous avez eu d'autres emplois avant celui-là. Oui, j'ai eu d'autres emplois avant celui-là. Après, moi, j'ai passé le concours en externe en 2008, donc à la sortie de mes études après Sciences Po, Normal Sup. C'était un parcours où on me poussait plutôt à aller vers l'ENA, mais c'est la territoriale qui me tentait. Et donc moi, je suis passé par la territoriale, et effectivement, depuis maintenant pas mal de temps, j'ai quitté le cadre d'emploi des administrateurs pour rentrer dans ce merveilleux monde des cabinets où j'ai fait les 3 strates du rural au point de départ à une ville moyenne, et maintenant une belle métropole à Montpellier, donc effectivement. On vous entend très mal, donc il va falloir que vous parliez haut et fort et un peu plus lentement, Grégory. Parler fort, c'est pas me demander de faire un effort. Parler lentement, c'est me demander beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de faire les deux. Je me rattraperai pour la prochaine question, promis. Merci Nicolas. Depuis votre ville nouvelle de Cergy-Pontoise, vous êtes en poste depuis quelques mois. Vous exercez quelle fonction aujourd'hui exactement? Donc DGA, directeur général adjoint des services, en charge de l'intitulé valorisation et animation du territoire, c'est-à-dire la culture, le sport, le tourisme, les relations internationales et la vie étudiante, puisque comme chacun le sait, ce territoire est un beau pôle étudiant, entre autres. Et vous avez quelques décennies de carrière dans la territoriale. Oui, merci de me le rappeler. Mais moi, je suis alors j'ai grandi j'ai passé dans une vraie ambiance de culture de l'action locale, puisque mon père était élu, donc j'ai grandi effectivement, j'ai été très vite acculturé, comme on dit maintenant, à ces questions d'action publique locale. Et en fait, j'ai intégré en 96, très belle aventure, le cabinet de Patrick Braouzek, qui était alors député-maire, donc en tant qu'emploi de cabinet. J'ai mis un certain temps à passer le concours d'attaché parce que, comme certainement beaucoup de monde, je me levais pas le matin pour passer des concours. Donc, j'ai passé le concours d'attaché, j'étais DGA à la ville de Stein, sur un certain nombre de secteurs et notamment sur les politiques éducatives. Et puis, il y a un moment donné où il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que vous êtes reçu en entretien, vous voyez les chasseurs de tête, des cabinets de recrutement qui vous disent « Ah, vous êtes très intéressant et c'est dommage que vous ne soyez pas administrateur parce que vous dites, bon voilà, j'ai une certaine expérience maintenant en tant que DGA, je m'essaierai bien aux fonctions de DGS sur la strate 40-80, 80 000 habitants, pardon Guillaume, je vais essayer de parler français. Et puis, à l'époque, DGA sur des services opérationnels, particuliers politique éducative, père de 2 enfants en bas âge, qui contribue, qui prend sa part
aussi à la maison dans l'éducation des enfants. Le concours est un peu délicat, je m'y étais présenté et donc je saisis en 2014, première session, et j'ai la chance d'obtenir l'examen pro. Donc voilà, moi c'est un parcours effectivement fait moi, j'aime pas le mot de vocation, mais j'ai une vraie passion pour l'action publique territoriale. Et après, j'ai envie de dire, c'est vraiment par nécessité et par opportunité, puisque l'examen professionnel a rendu possible cet accès au cadre d'emploi d'administrateur territorial. Une question pour Rémi. Vous estimez à combien le nombre d'administrateurs en fonction actuellement à la louche? C'est un corps de combien de personnes dans la territoriale? Alors, à la louche, on parle entre 1500 et 2000 administrateurs en poste. D'accord. Le compte est un peu difficile parce que auparavant, il y avait de la promotion interne au choix dans la collectivité. Donc, maintenant, où il n'y a plus que le concours à l'examen professionnel, on connaît davantage qui est administrateur qu'auparavant. Donc, il y a 2 millions d'agents et au maximum 2000 administrateurs en fonction. C'est 1 pour 1000, quoi. C'est ça. Et quand vous êtes administrateur, on va le dire tout de suite, vous prenez nécessairement un poste dans une collectivité de plus d'une certaine taille. De plus de 40 000 habitants ou surclassés, plus de 40 000 habitants. Surclassés, d'accord. Il y a des exceptions, mais la règle, c'est 40 000. Voilà, exactement. Les exceptions, c'est par exemple des communes balnéaires ou maritimes où effectivement l'activité d'estival nécessite d'avoir une ingénierie de même niveau qu'une commune de plus de 40 000 habitants, par exemple. Ok, et merci qui sont dans Grégory. ce cas-là classés, oui. Pardon, et qui sont dans ce cas-là classés, surclassés, comme on dit, dans la strate 40-80, voire plus. Grégory, vous allez nous présenter les vices et vertus des voies d'accès en 3 minutes. Ce n'est pas un exercice évident. Ne parlez pas trop vite. Hein. Je vais parler lentement. Et je suis un exemple de ce qui vient d'être dit, puisque moi, il y avait un administrateur territorial sur le territoire de Saint-Raphaël avant, qui était classé plus de 80 000 habitants, alors que la ville fait 35 000. C'est l'exemple de ces cités balnéaires. Oui, vous l'avez dit, il y a 2 voies d'accès principales qui ont mis fin à ce que Rémi évoquait, qui était avant, en tout cas pour la partie commune, cette promotion interne qui était possible. Donc aujourd'hui, pour devenir administrateur, 2 options. Le concours, là où il y a après 3 voies possibles, externe, interne et 3e concours, et l'examen professionnel. À chaque fois, vices et vertus, comme vous le dites, il y a évidemment le concours a un inconvénient majeur, c'est que c'est difficile, il y a beaucoup d'épreuves. Alors, selon externe ou interne, les épreuves varient, mais pour faire très simple, c'est sensiblement les mêmes matières. Ce qui change, c'est la nature des épreuves. Plus de dissertation d'un côté, plus de notes de l'autre, mais dans tous les cas, un très fort niveau de sélection et seulement une centaine de candidats à peu près admis à aller à l'oral. Pour après une sélection de promotion qui comprend à peu près la moitié des candidats qui sont admis à l'oral chaque année. Et puis, de l'autre côté, il y a l'examen. L'examen, la nature des épreuves est un peu plus simple, puisqu'il s'agit de faire une lettre de motivation, d'expliquer une réalisation professionnelle et son parcours professionnel, avant un oral très costaud, pour le coup, de 40 minutes, où là, on a pareil un bon niveau de sélection, puisqu'on va avoir à peu près une 60aine de personnes qui vont être admises à aller à ce fameux oral de 40 minutes, et puis on aura à la fin, selon les années, 15, 20, jusqu'à presque 30 personnes qui pourront être admises à cet examen qui existe, comme le rappelait Nicolas, depuis un petit peu moins de 10 ans. Donc, qui est encore un peu nouveau dans son format. Hein. On est encore en train de voir des évolutions. Donc voilà, pour faire très simple. La différence, quand je vais au concours, je rentre à Lunette, je vais à l'école. Et donc après seulement, je deviens administrateur territorial dans un parcours de stagiairisation, etc. Quand j'ai l'examen professionnel, puisque je suis de toute façon déjà en poste dans la territoriale, j'ai finalement souvent le même parcours qui va se proposer. Soit j'étais déjà plus ou moins sur un poste d'administrateur, ou dans ma collectivité, il y avait un poste d'administrateur. Et donc, comme pour tout examen, je vais pas forcément nécessairement tout de suite, mais être nommé en interne, soit j'enclenche une mobilité pour aller ailleurs. Dans tous les cas, c'est la territoriale. Donc, pour ceux qui connaissent moins la territoriale, c'est pas comme l'État, il n'y a pas un classement qui vous donne un poste. Quand vous avez la territoriale, après vous avez un cadre d'emploi et à vous
de trouver le poste qui correspond, la collectivité qui correspondra à ce que vous avez envie de faire. Merci Grégory. J'ai compris l'essentiel de ce que vous disiez. J'espère que les auditeurs aussi. Rémi, votre examen professionnel, vous en avez quel souvenir? J'ai un souvenir d'avoir été, c'est vraiment pour moi quasiment un rite initiatique. Aujourd'hui, c'est vraiment tout un parcours parce que ça demande la partie, ce que disait Grégory en termes quand on écrit son parcours professionnel, il ne suffit pas d'en faire la narration, c'est vraiment comment on porte un regard réflexif sur qui on est, ce que l'on a fait, ce que nous a apporté notre parcours et qu'est-ce qui fait que finalement on est prêt aujourd'hui à assumer des fonctions d'administrateur. Donc, c'est clairement un regard réflexif très construit qui demande beaucoup de temps, un travail sur soi-même également. Donc, la nature de l'épreuve est différente, mais néanmoins tout aussi sélective, hein, parce qu'on est à peu près, ce sont les années entre 7 et 12% de réussite à l'examen professionnel, ce qui est à peu près le même taux que le concours. Donc, le niveau de sélectivité est quasiment identique, c'est la nature qui change. Et puis, ce grand oral, où on est aussi à la fois, je dirais, on nous demande, comme on est des professionnels déjà expérimentés, on nous demande d'avoir vraiment un socle de connaissances et de compétences très large, puisque le cadre d'emploi d'administrateur est un cadre d'emploi généraliste qui peut nous amener à travailler dans tout type de collectivité, et à la fois sur des postes de cadre de direction comme sur d'emploi fonctionnel de haut niveau. Et donc, ce côté généraliste fait qu'on nous demande d'avoir vraiment une vision des enjeux de l'ensemble des politiques publiques locales. Donc, c'est vraiment, je dirais, puis j'en terminerai là, que pour moi, Grégory a mis en avant les différences concours examens professionnels. Moi, je voudrais mettre les ressemblances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'examen professionnel, on va d'abord chercher des professionnels qui ont montré par leur posture, par leur expérience, leur capacité à embrasser des enjeux stratégiques, et on va vérifier qu'ils ont le socle de connaissances suffisantes sur l'ensemble des politiques publiques locales et l'ensemble des ressources nécessaires pour les mettre en œuvre. Et de plus en plus, pour les concours, y compris le concours externe, on va aller chercher d'abord leurs connaissances académiques sur les différentes épreuves de droit, économie et autres épreuves, mais on va aussi aller chercher, et on le fait de plus en plus, leur posture, leur capacité à coopérer, à collaborer, puisqu'on se rend bien compte que ce qui fait la réussite dans les métiers d'administrateur, c'est non seulement le socle de connaissances et de compétences, mais aussi des postures collaboratives qui fait qu'on aura ce travail de généraliste et cette capacité à mettre en musique l'ensemble des acteurs territoriaux. Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a pas mal qui sont déjà en poste, donc qui ont déjà beaucoup de travail, une vie familiale. Nicolas, est-ce que vous conseilleriez de passer l'examen professionnel? Est-ce que sa préparation est compatible, selon vous, avec le temps qu'on doit consacrer par ailleurs à sa vie? Oui, indéniablement, oui. Après, si de mon point de vue, à partir de mon expérience, si on essayait de comparer concours interne et enfin de trouver une différence entre concours interne et examen pro, l'examen professionnel, mais on y reviendra certainement dans une séquence après, suppose qu'on soit aussi à une certaine trajectoire de sa vie, c'est-à-dire qu'on se mette en perspective. Le concours a une dimension certainement plus théorique, avec des épreuves plus théoriques. L'examen professionnel vous oblige à avoir fait un travail sur vous qui permet que vous soyez au clair, je ne sais pas si moi je le suis actuellement, mais sur la perspective sur la manière dont vous vous projetez. C'est-à-dire que c'est deux exercices différents et peut-être aussi en termes de fonction. Il est clair que tout à l'heure j'évoquais mon parcours. Je pense que l'examen pro a d'ailleurs été conçu pour ça, pour permettre notamment aux gens qui exercent des fonctions de direction générale avec en fait une amplitude horaire, avec une flexibilité dans les horaires qui rend difficilement compatible la préparation plus scolaire d'un concours. Et donc, il y a ces deux éléments-là que je mettrais en évidence. Quelle fonction j'occupe et où je me situe, où je me situe et comment je me projette en termes de perspective. Amélie Dietlin nous fera un topo sur la préparation, l'art de la préparation. Il y avait qui dans votre jury de concours à l'oral?
quel type de profil, Nicolas? Alors, sur le premier, le président, alors j'espère pas écorcher son nom, c'était grand personnage de la territoriale et de l'État. Il avait fait les deux, Monsieur Duchaffault. Et ensuite, on est sur un jury, et là, je vais demander à mes pairs de me compléter, mais sauf erreur de ma part, qui est 3/3, hein, un tiers d'administrateurs, de dites personnalités qualifiées et élus, je crois. C'est ça, hein, voilà. Et Rémi, Jury qui, à mon avis, enfin, sauf erreur de ma part, l'oral qui a une forme différente est aussi exigeant à l'examen pro qu'au concours. Hein. Je matérialise pas bien l'oral de l'examen professionnel. Rémi, vous vous rappelez du temps que ça a duré et des questions qu'on vous a posées? Oui, alors ça dure 40 minutes, hein, l'oral, mais comme pour le concours. 40 minutes, oui, je me rappelle, ça m'a marqué. Je parlais de rite initiatique, c'est que ça m'a marqué. Au départ, donc on a un temps qui change selon les années de quelques minutes, hein, 3, 4, 5 minutes de présentation de son parcours, mais qui est, je le redis, comme dans le document écrit, qui n'est pas une narration de son parcours, mais bien une relecture de son parcours qui soit elle-même problématisée. Aujourd'hui, comment est-ce que, en 3 minutes, d'où je viens, qui suis-je et pourquoi est-ce que je devrais rejoindre le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Donc, on est vraiment sur ces éléments-là. À peu près, donc, après une dizaine de minutes, où on est sur des questions de relance par son parcours avec les membres du jury, donc très diversifiés, hein, comme l'a dit Nicolas. On a à la fois des élus, des collègues administrateurs ou ingénieurs en chef, et puis effectivement des personnalités qualifiées. Donc ça part dans tous les sens, hein, parce que vous avez 9 membres, vous êtes tout seul face à 9 membres de jury, avec un rythme de questions. Moi, j'avais compté que sur 40 minutes, j'avais dû avoir 38 ou 39 questions, enfin, en total. Donc c'est-à-dire que le rythme est quand même très dense, où on passe du coq à l'âne en permanence, où les questions de rebond arrivent, comme ils sont 9, arrivent parfois 10 minutes après la première question dont on ne se rappelle plus ce qu'on a répondu. Donc c'est vraiment une épreuve en soi, mais qui finalement, je trouve, n'est pas si différente de notre réalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on intervient avec un exécutif, quand on a une grande collectivité, on a souvent un temps très réduit de disponibilité d'écoute. Et puis, quand on discute devant un bureau exécutif, eh bien, selon les intérêts des uns et des autres, on passe aussi du coq à l'âne. Ça veut dire que c'est vraiment cette capacité que nous avons de répondre de manière très synthétique, très construite, argumentée, sur des demandes très diversifiées, et en ayant à chaque fois pour nous en ligne de mire quels sont les grands enjeux de nos politiques publiques pour justement apporter la meilleure aide à la décision à nos élus. Et je pense que finalement, ce format d'oral est un format qui ressemble à ça, et en tout cas qui montre cette capacité qu'on a, cette agilité, cette connaissance très large, qui permet effectivement d'être efficace après quand on est en situation. Sur le caractère concis des réponses, j'ai un souvenir très ému de la deuxième question pour laquelle l'élu qui, dans le jury, il y a quelqu'un qui est gardien du temps, donc qui était gardienne du temps, qui me coupe et qui me dit « Monsieur, maintenant, il faut faire plus court parce qu'il faut qu'on puisse vous poser des questions. » J'ai retrouvé le sens de la concision assez rapidement, ce que je vais essayer de garder pour le webinaire. Amélie, il y a beaucoup de questions qui vont arriver pour vous concernant la préparation du concours. Vous avez quel souvenir, vous, du passage de votre concours à proprement parler, avant qu'on parle de la préparation? Alors, est-ce que ça vous a semblé, pour parler directement, est-ce que les questions qui vous étaient posées vous semblaient pertinentes, tant à l'écrit qu'après? Est-ce qu'il y a un lien réel entre l'activité que vous exercez par la suite? Oui, il y a un lien. Juste pour démarrer, la dernière question qu'on m'a posée, je n'ai pas pu y répondre parce qu'on arrivait à la fin du temps à l'oral. C'était précisément une question parfaitement en rapport avec mon activité professionnelle à l'époque, posée par une élue, et j'aurais très bien pu être dans son bureau en activité professionnelle et lui faire la réponse que j'avais envie de lui faire, mais je n'ai pas pu la faire. Donc c'est un petit regret parce que finalement, c'est presque le moment le plus opérationnel de l'entretien. Vous vous rappelez de ce qu'elle vous a demandé, l'élu? Oui, tout à fait. Elle m'a demandé si les maisons d'assistantes maternelles étaient un modèle pertinent. Et moi, je travaillais comme directrice adjointe de la protection maternelle et infantile
dans un département. Donc, c'était un sujet que je connaissais par cœur et je pense qu'on aurait pu se poser toutes les deux autour d'une table et d'un café et en discuter pendant une demi-heure. Mais ce n'était pas vraiment l'objet, effectivement. Il s'agissait d'être concis. Pour répondre peut-être à la question du souvenir, pardon. Je vais vous couper, Amélie, pardon. Ce genre de question, ce modèle est-il pertinent? Vous avez donné quel genre de réponse? Une réponse sincère ou une réponse en deux parties? Une réponse argumentée. À l'oral, et je pense que c'est vrai pour l'oral d'administrateur en concours, pour l'oral d'administrateur en examen pro et pour l'oral dans les fonctions de cadre dirigeant de manière générale, parce que j'ai eu le plaisir de passer l'oral de l'ENA aussi. Donc le souvenir est finalement pour ça assez proche. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée et d'être capable de l'argumenter. Et dans les deux cas où j'ai eu l'occasion effectivement de le faire, il s'agit de pouvoir entendre ce que dit le jury, être dans une conversation, mais véritablement dans une conversation. Et pour le coup, moi j'ai eu le sentiment, en tout cas sur ce qu'on appelle le grand oral, parce que le concours, ça comporte un certain nombre d'autres oraux et puis toute une série d'épreuves écrites, mais en tout cas pour la partie grand oral, je pense que ce qui a fait que ce grand oral s'est bien passé, c'est que j'étais effectivement dans une posture, comme on dit, de conversation et d'échange. Donc, pour vous répondre, oui, j'ai été tout à fait honnête dans ma réponse, mais je l'ai été de manière argumentée. Voilà. Est-ce que l'élu qui vous écoute souhaite que vous lui présentiez des pistes? Est-ce que c'est ça, au fond, ce qu'il attend? Je pense que cet élu-là était concerné par le sujet, se posait sans doute des questions et voulait peut-être entendre un éclairage éventuellement différent de celui qui pouvait lui être apporté dans sa collectivité. C'était une question de curiosité parce que c'était un sujet qui, à l'époque, agitait le monde de la protection maternelle infantile dans tous les départements. Voilà, donc elle venait vraiment dans cet échange-là et il n'y avait sans doute rien d'autre dans sa question. Alors, je l'ai mal formulé, pardon. Dans ce type d'oral, quand on a un élu en face de soi, est-ce qu'il faut lui montrer qu'on est capable de lui présenter un sujet en lui ouvrant des pistes ou des options? Est-ce que c'est le rôle du fonctionnaire, en fait, qu'on demande tout simplement? Je répondrai en me décalant très légèrement. J'ai été aussi membre de jury de concours et notamment de concours d'attachés et donc avec des élus en situation. Et je me souviens que les élus, leur raisonnement à la sortie des jurys, c'était « je recrute, je ne recrute pas ». Okay. Donc, l'oral de concours ou l'oral d'examen pro, au moins pour les élus, il y a cette dimension-là, c'est est-ce que cette personne-là, je vais travailler avec après, demain ou pas? Est-ce que je vais avoir envie de la recruter demain ou pas? Et c'est d'autant plus vrai que sur des fonctions d'administrateur, le passage par les élus dans le recrutement, il est à peu près systématique. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les fonctions, mais en revanche, sur les fonctions d'administrateur, c'est le cas. Donc, ça veut dire aussi que l'élu, il se place en posture de recruteur quand il est en jury. Donc, effectivement, il faut pouvoir lui proposer quelque chose d'opérationnel, quelque chose qui lui parle. Ce que j'ai tendance à dire lorsque je suis en situation de conseiller des futurs administrateurs et administratrices, c'est faites en sorte d'expliquer simplement des choses complexes. Faites en sorte de proposer simplement des réponses à des questions complexes. Voilà. Et ça, je pense que c'est effectivement important. Ça fait partie des qualités de concision et de pédagogie qui peuvent aussi être attendues à nos niveaux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question reposée. Je comprends très bien maintenant ce qui est attendu du candidat. Rémi a rajouté dans le chat avec assertivité. Oui, c'est un terme dont Rémi est quasiment le père. Alors, se préparer, c'est… J'insiste sur le thème-là parce que c'est dans la posture de l'administrateur. Effectivement, parce qu'on est administrateur, on attend de nous qu'on ait des idées et qu'on ait une vision sur les politiques publiques locales, c'est certain. Et avec l'assertivité, quand je prépare des collègues admissibles à l'oral, je leur dis, quand ils me demandent qu'est-ce que c'est qu'être assertif, c'est la capacité que j'ai à affirmer mes positions, mes convictions, tout en permettant à l'autre, l'élu par exemple, de penser différemment. Aujourd'hui, moi, l'élu, je lui apporte un avis argumenté, et par contre, de telle manière que si jamais il pense le contraire de moi, eh bien, qu'il ne paraisse pas comme étant en dehors du sujet. C'est vraiment cette agilité, cette manière de faire, qui est vraiment dans les postures
qui est la posture qui fait qu'on arrive à faire avancer le service public, parce que c'est bien pour ça qu'on se lève le matin, parce qu'on le fait, il faut être assertif à la fois avec nos élus, mais aussi avec en CODIR, avec nos équipes, parce que c'est comment est-ce qu'on affirme, on donne une ligne, mais on permet à chacun de pouvoir y contribuer, et en disant qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'on a chacun un point de vue différent, un regard qui vient s'enrichir les uns avec les autres. Donc, comment on passe de la compétition à la coopération? Alors, il faut s'y préparer, et se préparer, c'est tout un art. Vous allez nous faire, Amélie, si vous voulez bien, un topo en quelques minutes de l'art de la préparation, et puis après, il y a plein de questions qui vous sont destinées. Très bien. Alors, sur la préparation, déjà, un premier point, il y a une qualité absolument indispensable, il y en a d'autres, mais il y en a une qui est absolument indispensable, c'est la ténacité. Ne seront heureux élus que ceux qui auront tenu jusqu'au bout et ceux qui auront tenu dans la durée. Donc, la préparation, que ce soit le concours, mais je pense que c'est également le cas pour l'examen pro, la préparation, c'est d'abord un exercice de marathon. Ça veut dire aussi qu'il faut se mettre dans les conditions d'être en capacité de tenir un marathon. Donc, on a des conditions qui sont des conditions de vie personnelle, qui sont des conditions de vie familiale, qui sont des conditions physiques également. Voilà, c'est un point, je dirais, un préalable. Et donc, préparer le concours, l'examen pro d'administrateur, Nicolas l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est aussi se mettre en capacité, familialement parlant, lorsque c'est son cas. Moi, c'était mon cas, c'est toujours mon cas, je suis mariée, j'ai des enfants qui étaient jeunes encore à l'époque. C'est déjà avoir pris le temps de se mettre d'accord en famille sur la perspective du concours ou de l'examen, sur ce que ça peut générer, parce que le concours, c'est ensuite 1 an et demi de formation, donc avec de nombreux temps hors du domicile, et puis se mettre d'accord aussi sur le fait qu'à la sortie, ce n'est pas forcément un atterrissage là d'où on est parti. Voilà, donc ça, c'est un préalable absolument indispensable. C'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez en termes de réponse, mais après, je vais rentrer dans le vif du sujet en termes de préparation, mais c'est un préalable, et si on loupe cette étape-là, on peut se mettre assez rapidement en difficulté, et c'est ce qui fait que peut-être la ténacité, elle ne va pas être là jusqu'au bout. Donc, c'est premier point, se mettre d'accord. Second point, la préparation, en tout cas du concours, c'est se mettre en situation d'un entraînement intensif. Et donc, moi, je suis passée par l'INSET d'Angers. Je considère que sans cette préparation, j'aurais sans doute eu du mal à réussir ce concours, parce que l'INSET d'Angers propose une méthodologie sur les différentes épreuves écrites. Il propose un coaching également dans la durée aussi, qui permet d'anticiper les épreuves orales, et j'y reviendrai, mais c'est extrêmement important de pouvoir les anticiper, parce que ça a été dit pour l'examen pro, il faut pouvoir raconter son parcours, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir se mettre dans un récit. C'est vrai également pour les oraux du concours d'administrateur. Il faut aussi pouvoir faire cette rétrospective sur son parcours, il faut pouvoir aussi faire ce récit. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare 1 mois et demi avant le concours, tout en préparant les autres épreuves orales techniques. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, même si on ne sait pas si on va être reçu ou pas, en tout cas admissible à l'issue des écrits. Donc, ça, c'était un autre point sur lequel je voulais insister, c'est on n'attend pas d'être reçu aux écrits pour préparer les oraux, et notamment pour préparer cette partie-là des oraux. Sur les écrits, c'est du contenu, incontestablement. Il faut absorber, ça a été dit, on est sur du contenu de connaissances qui est quand même assez dense, avec des épreuves en droit, en économie, en gestion des collectivités. Donc, ça suppose aussi de bien connaître le monde de la territoriale. Moi, j'étais en département, je n'avais travaillé à part à l'État en ministère qu'en département. Donc, je connaissais finalement assez mal le monde du bloc communal. Donc, c'est aussi s'approprier ces réalités-là et pouvoir aussi en discuter avec des collègues qui travaillent dans d'autres milieux que le sien. Et puis, pour absorber le contenu, moi, très, très simplement, ça veut dire du travail de lecture, de fichage tous les jours pendant plus d'1 an, tous les soirs, puisque j'étais en exercice professionnel. Donc, tous les soirs, schématiquement, de 21h à minuit. Et puis, au moins une journée dans le week-end. Donc, c'est pour ça aussi que je disais, c'est important de s'être bien entendu avec son environnement personnel et familial, parce que ça veut dire qu'on est très indisponible pendant ce temps de préparation du concours. Mais je suppose que c'est la même chose du côté de l'examen pro. Et puis, beaucoup d'entraînement, et ça, c'est ce que m'a permis aussi la prépa de l'INSET d'Angers, puisque c'est des examens blancs
qui sont organisés. C'est des examens également qu'on peut réaliser soi-même de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on a des sujets qu'on peut renvoyer à des correcteurs. Ce n'est pas une obligation. Moi, je pense qu'on avait peut-être en tout 40 ou 45 propositions. J'ai bien dû en faire 35 pour acquérir les automatismes, parce que il y a quand même une difficulté spécifique, me semble-t-il, sur le volet concours qu'on ne retrouve peut-être pas de la même manière sur le volet Exam Pro, c'est qu'on est sur une série de notes de synthèse en temps limité, avec du coup la capacité à mobiliser et à rédiger des notes qui sont quand même précises sur la base de dossiers qui sont conséquents, le tout en 4 heures. Moi, je n'avais pas forcément ces réflexes-là et je les avais encore moins au bout d'une bonne quinzaine d'années d'activité professionnelle. Hein, très honnêtement, je faisais des notes, certes, en exercice, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là, pour le coup, on est sur un exercice qui est quand même théorique et de méthodologie bien spécifique. Donc, il faut vraiment maîtriser son exercice quand on arrive au concours. Pour l'anecdote, ça m'a permis de me sauver d'une situation qui aurait pu être fatale sur l'épreuve de droit public avec un sujet absolument passionnant sur le financement des cultes, mais un dossier de 60 pages écrit en Times New Roman 8, je pense, quelque chose comme ça, où je me suis à un moment perdue dans la lecture, ce qu'il ne faut absolument pas faire sur la note de synthèse, mais heureusement, parce que j'avais cette méthodologie-là, j'avais millimétré et timé tout mon déroulé d'épreuve, et donc à un moment, j'ai relevé la tête, j'ai vu l'heure, et j'ai arrêté de lire et je me suis lancée directement dans la rédaction parce que de toute façon, j'avais plus le choix. Mais je ne l'aurais peut-être pas pu le faire et pas pu remettre les choses d'aplomb et dans l'ordre si je n'avais pas fait tout ce travail de préparation méthodologique qui permet aussi au passage, entraînement après entraînement, d'acquérir du contenu, parce que chacun des sujets permet bien évidemment d'acquérir du contenu. Peut-être pour finir, parce que je suis peut-être un petit peu longue, c'est important quand on est en exercice professionnel, ce qui est le cas la plupart du temps des collègues de territorial qui préparent le concours, ce qui n'est pas le cas à l'État, puisqu'on a la possibilité d'être détaché pendant un an pour préparer. Pendant la préparation, il faut être efficace. Il faut acquérir beaucoup de contenu, certes, mais du contenu utile. Donc, il faut rationaliser son acquisition de contenu, choisir quelques ouvrages bien choisis, se faire conseiller. Il y a plein d'administrateurs qui ont passé le concours par le passé. Il faut leur demander ce qu'ils ont fait comme choix de préparation. L'actualité, mais pareil, avec des choix. Voilà, il ne faut pas se perdre dans une sur-acquisition de contenu, parce que c'est une perte de temps et ce n'est pas ça qui permet de réussir le concours. Qu'est-ce que j'oublie? Sans doute beaucoup de choses, mais peut-être que je vais répondre aux questions, ça permettra de compléter. Merci, oui, bon, c'est très clair. Hein. Allons-y pour les questions. Concernant la compatibilité, prépa au concours et vie familiale, je lis la question. N'est-ce toutefois pas plus difficile pour les femmes que pour les hommes? Amélie Dietlin pourrait-elle nous éclairer de son expérience? Alors moi, j'ai eu la chance, mais parce qu'effectivement, je me suis entendue avec mon conjoint, de pouvoir disposer de temps. On va dire que d'un point de vue sociétal, c'est sans doute plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, dans le sens où on est encore dans une société où les femmes consacrent aujourd'hui plus de temps, la plupart du temps, que les hommes à préparer, à s'occuper, j'allais dire à préparer les concours, à s'occuper des tâches domestiques et des enfants. Cela étant, j'ai de nombreux collègues qui étaient avec moi ensuite à l'INET à Strasbourg, eux-mêmes chargés de famille et eux-mêmes avec une véritable implication dans leur vie familiale. Donc, c'est sans doute encore aujourd'hui une réalité, ce n'est pas une réalité systématique et générale, mais voilà, ça suppose, on va dire, lorsqu'on est un homme ou une femme avec une vie familiale, d'avoir mis en place les conditions dans le couple de pouvoir le faire, et effectivement, tous les couples ne le permettent pas. Une différence peut-être importante, toutes les femmes qui étaient avec moi à l'INET se sont vues poser la question de qui allait s'occuper des enfants lorsqu'elles seraient en formation. La question n'était posée à aucun homme. Voilà, c'était une petite enquête interne que nous avions faite. Donc, il y a quand même, malgré tout, une réalité qui peut générer de la censure, parce qu'il y a une réalité plutôt de l'ordre de la culpabilité, et c'est encore autre chose, mais qui se pose certainement beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Il y a quelqu'un qui vous pose une question super concrète. Hein. L'intervenante, vous,
combien de temps a-t-elle révisé chaque soir de 21h à minuit? Est-ce que c'était une journée par week-end? Vous voyez, là, on est dans le concret. Dans le très concret, c'était effectivement pendant, je vais dire, 1 an et demi à peu près. Et c'était chaque soir où vous faisiez 2-3 heures de révision? Chaque soir, 2-3 heures de révision. Un soir par semaine à peu près. Je prenais quand même un temps avec mon conjoint. Voilà. Mais ça a duré une année. Je révisais un peu moins longtemps. Ça a duré une année, ça, c'est ça? Ça a duré un peu plus d'1 an, oui, tout compris, hein, préparation des écrits et de l'oral. Grégory, votre préparation, ça vous a pris beaucoup de temps? Je ne vais peut-être pas tant parler de ma préparation, je ne sais pas si vous m'entendez mieux avec le téléphone. Ouais, très bien, là, c'est bien. Voilà. Bon, je vais peut-être pas trop parler de ma préparation qui date un petit peu, mais moi j'ai eu le plaisir de préparer beaucoup de candidats puisque j'ai fait ce métier de préparation de candidats pendant pratiquement 15 ans. Donc j'ai préparé à peu près 10 000 personnes à différents concours et 200 personnes spécifiquement à l'examen d'administrateur. Et donc je vois ça. Et forcément, il y a dans tout ce que dit Amélie, je me retrouve dans beaucoup de choses. Il y a peut-être 2-3 choses qu'il faut peut-être dire pour rassurer quand même d'autres personnes. Le concours d'administrateur territorial que préparé Amélie, ça reste quand même évidemment la voie la plus difficile. Donc à côté d'autres éléments comme par exemple l'examen, le temps à mobiliser n'est pas nécessairement le même. Elle a en plus préparé ici de manière très 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 sérieuse. Pour réussir, on peut aussi parfois avoir un équilibre différent. C'est vrai que moi j'ai la chance, pourquoi je vous parle pas de mon expérience à moi, je l'ai passé le concours juste après les études. J'ai presque envie de dire, je venais de passer le concours Sciences Po, le concours de Normal Sup, j'ai envie de dire c'était presque un tremplin logique et ça s'est fait, j'ai envie de dire presque sans difficulté. Mais déjà il faut savoir une chose, la première source d'un succès au concours à l'examen, de non réussite, de ne pas devenir administrateur, c'est de ne pas le passer. Donc déjà, la première chose, c'est déjà de se dire, il faut y aller. Et c'est très important, je pense, le témoignage d'Amélie, parce qu'effectivement, il y a plein de freins, ils peuvent être différents pour les uns et pour les autres. Mais il faut déjà le passer. Moi, dans les préparations concours, je pense surtout que ce qui est extrêmement important dans tout ça, et ça rejoint ce qu'elle vient de dire, c'est de très bien se connaître. Donc, savoir ce que l'on est, la manière dont on travaille, le temps qu'on peut dégager réellement. Et de se faire un planning de travail où on va notamment trouver des ressources rares, mais qui existent, comme par exemple 15 minutes. 15 minutes de bus, 15 minutes à un moment donné entre 2 rendez-vous, etc. Savoir exploiter les petits créneaux. Et moi, je suis aussi très attentif quand je prépare des candidats. Je fais notamment la préparation à l'examen avec carrière publique là, et à l'écrit et à l'oral. Et on est très, très attentif à laisser du temps où le concours ou l'examen, quel que soit celui que l'on prépare, n'est pas présent. C'est-à-dire que quand vous partez une semaine à la plage, vous avez le droit de ne pas mettre dans vos bagages des bouquins et des choses comme ça. Il faut aussi de temps en temps se libérer l'esprit pour que quand on prépare, par contre, on prépare réellement. Et c'est vrai qu'après, c'est une discussion globale avec son entourage. Je vais décider que le samedi matin, je vais prendre un peu de temps pour avoir une composition parce que je sais que les notes, elles sont en 4 heures, par exemple. Et ben, il va falloir que je dégage un moment 4 heures de suite. Et ben, le samedi matin, le conjoint met nos enfants à la piscine et hop, on sait qu'on fait là-dessus. En échange, évidemment, on profite du samedi après-midi librement. Enfin, c'est vraiment systématiquement se mettre dans cette logique-là, trouver des petites ressources. Et évidemment, un des points, je pense, qui est le plus important dans ce qu'a dit Amélie, c'est faut vraiment se méfier de la boulimie livresque. Donc, il faut savoir, en gros, ce qu'il faut savoir. Et c'est là où vraiment les prépas, c'est là où les pairs sont extrêmement importants. C'est de discuter avec les autres, de savoir ce qu'il faut savoir. Parce que on peut très, 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 très vite se perdre dans sa préparation à vouloir tout savoir. Or, le champ, c'est la vertu de ce que disait Rémi tout à l'heure, le champ étant incommensurable et par définition générale chez les administrateurs, en fait, il faudrait juste tout savoir. Donc, tout savoir, c'est pas une prépa. Donc, il faut savoir ce qu'il faut savoir. Ok, il y a une question claire, nette et précise. Je ne viens pas de la FPT et je suis contractuel dans un établissement public. C'est un peu comme vous, Rémi, donc. J'ai passé le concours cette année en lisant seulement des livres. Je n'ai pas accès à Angers. Quelle est la meilleure préparation? Merci. C'est pour vous, ça, Rémi, cette question. Oui, alors, moi, je suis arrivé comme contractuel dans la ville de Strasbourg. Donc, quand j'ai passé le concours d'attaché, j'y suis allé effectivement de manière un peu en touriste parce que je découvrais, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Puis finalement, bon, j'ai réussi, donc je m'en réjouis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le concours d'administrateur, il a ses spécificités.
il a une vraie difficulté et c'est vrai que c'est difficile de le. Enfin, c'est on ne l'a pas par hasard. Donc, ça veut dire que ça demande un investissement fort quoi qu'il arrive. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est loin de la culture territoriale, il est absolument essentiel, quel que soit le niveau du concours. J'ai aussi accompagné des gens qui étaient le concours externe. Je les ai invités vraiment à aller rencontrer des administrateurs en poste près d'eux, à aller voir concrètement qu'est-ce que ça voulait dire qu'être fonctionnaire territorial ou dirigeant territorial, d'aller multiplier ces rencontres-là, parce que si on n'a pas l'occasion de faire soi-même, il faut le faire par procuration. Il faut aller chercher l'information pour vraiment se renseigner, savoir où est-ce qu'on met les pieds, et du coup comprendre aussi quels sont les beaux réflexes, quels sont les points de vue, quels sont les enjeux, et entre autres, le bon conseil que je donne à toi. Enfin, bon, c'est ce que me redisent les admis, ceux qui l'ont raté ne me disent pas si c'est un mauvais conseil, mais en tout cas, c'est d'aller chercher vraiment des collègues en poste, et puis de leur demander de quoi ils sont fiers dans leur métier, de leur faire parler. En général, on n'a pas le temps d'en parler, donc on est heureux de le faire. Quelles sont leurs fiertés professionnelles, et puis quels sont les enjeux des politiques dans lesquelles ils interviennent. Et ça permet d'aller à un raccourci intéressant, parce que finalement, au niveau de ce concours-là, on ne nous demande pas la recette de cuisine sur comment est-ce qu'on aborde tel sujet ou tel autre. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une bonne compréhension des enjeux et de dire aujourd'hui, par rapport à ces politiques publiques, quels sont les enjeux d'aujourd'hui, et aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les collectivités qui ont un temps d'avance, et donc tout ça, c'est cette capacité, je dirais, à faire éponge, et c'est un peu ce que je conseillerais pour la préparation, faire éponge en allant chercher chez les autres des éléments au-delà au-delà de mes connaissances. L'exemple que tu donnes, Guillaume, c'est un exemple de quelqu'un qui est plus loin de la fonction publique territoriale, donc forcément, il va encore avoir plus besoin de l'avis des autres. Mais même pour ceux qui passent le concours interne ou qui passent l'examen pro, c'est essentiel d'aller au-delà de son cœur de métier, d'aller au-delà de sa zone de confort, parce que finalement, ce qui fait notre côté généraliste, c'est cette capacité à embrasser l'ensemble des enjeux de la territoriale, pas forcément dans le détail, mais au moins de ne pas être complètement sec et avoir déjà, je dirais, sa carte mentale suffisamment solide pour être en capacité d'apporter une opinion, une conviction, une réponse sur un sujet qui n'est pas le mien habituellement. Et j'irais même plus loin, c'est un vrai investissement. Donc moi, je rejoins, même si moi, j'ai passé moins de temps qu'Amélie pour préparer mon examen professionnel, mais j'ai quand même passé un nombre de mois conséquent. Eh bien, c'est finalement, dans ce travail-là, c'est un investissement qui m'a permis effectivement d'endosser le costume d'administrateur. Auparavant, j'avais une succession de postes dont j'avais tiré profit, dont j'avais repéré les éléments transférables. Et là, ce travail important sur l'ensemble des strates, l'ensemble des politiques publiques, sur les enjeux, c'est ce qui est venu, je dirais, me doter de cette carte mentale suffisante pour être un vrai généraliste. Parce que pour un vrai généraliste, si je prends la médecine chinoise par exemple, c'est plus compliqué que d'être un spécialiste, parce qu'il faut être capable de comprendre les enjeux des autres. Et ça, c'est vraiment donc c'est vraiment passionnant. C'est tout ce travail. Il ne faut pas le voir comme étant uniquement une contrainte pour réussir un examen. On ne fait pas cet investissement pour l'examen. On le fait pour le concours. On le fait pour l'examen ou le concours. Mais surtout, on investit sur l'avenir. Merci, Rémi. Nicolas, en une minute, pardon. Nicolas, vous pouvez nous dire pourquoi, vous, personnellement, à votre avis, vous avez été choisi à l'oral et pas un autre? Alors, ce que j'ai un petit pas de non, mais en partant de vous. Oui, en partant de moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, et du coup, ça va rebondir sur sur l'examen pro, je pense que ce qui est essentiel, et ça rejoint ce que disaient notamment, tous les trois, ce que vous disiez tous les trois, mais c'est de remettre en perspective ses compétences, son parcours. Moi, je sais que j'ai eu la chance de passer l'examen pro dans la foulée du cycle de DG de l'INET. Alors aujourd'hui, il y a le cycle de DG pour les gens en poste, pour les collectivités de plus de 40 000 à l'INET, et puis il y a d'autres cycles de DG. C'est peut-être y compris du coup une voie médiane ou une voie intermédiaire entre le je mets ma vie par parenthèse et puis le mode touriste. Je suis convaincu que ça, c'est ce qui m'a aidé à vraiment bien
rédiger et réaliser l'exercice de l'épreuve sur dossier, c'est-à-dire de l'aide de motivation, de réalisation parcours pro. Ensuite, il y a quelque chose, à mon avis, qui est essentiel, qui fait la différence à l'oral, c'est la préparation des 3 minutes. Alors, qui était monté à 5, mais qui est revenu à 3, sauf erreur de ma part. Et là, bon, je sais que ça… Moi, j'étais sur la première session de l'examen pro. Donc, on va dire que tout le monde se mettait un peu en place. On était un peu, voilà, les pionniers et les cobayes en même temps. Moi, j'ai eu la chance, je le dis sans embâche, d'être accompagné par Grégory sur la préparation de l'oral. Aujourd'hui, il y a différentes préparations auxquelles participent d'ailleurs d'autres personnes ici présentes. Mais si je dois insister sur les 2 points, c'est cela. Pour bien préparer, souvent je suis interrogé par des gens qui sont en fonction de direction générale et je conseille systématiquement le cycle de direction générale. Je crois que ça, c'est vraiment bien et c'est quelque chose qui est digeste, qui est fait par le CNFPT via les INSET ou l'INET en fonction on situe, c'est 1 jour et demi par mois. Donc ça, c'est digeste d'un point de vue vie professionnelle, parce que quand on est en situation de direction générale, les élus et les équipes, c'est très difficile d'être au-delà d'1 journée et demie par mois en dehors de ses fonctions. Et pour la vie personnelle, c'est aussi digeste. Et puis ensuite, pour l'oral, c'est vraiment de bien préparer ces 3 minutes, cette ouverture. Tout à l'heure, vous demandiez comment se déroule l'entretien. Les 3 minutes conditionnent réellement la manière dont va se dérouler l'entretien. Merci. J'ai une question. Je vais la poser à la fois à Grégory et à Amélie. Je vais commencer par Amélie. Une des réponses courtes parce que le temps avance. Un parcours professionnel type est-il requis? Actuellement, je suis directeur dans une mairie, population 20 000 habitants, après avoir été DGS d'une petite collectivité, moins de 3 500 habitants, et agent d'un département. Ces expériences seraient-elles suffisantes? Alors, je pense la question se pose peut-être différemment pour l'examen pro et pour le concours. Pour le concours, je pense que la barrière, si j'ose dire, des écrits fait que le parcours n'a pas forcément besoin d'être passé par des emplois fonctionnels. C'est pas forcément nécessaire, voilà, d'avoir un parcours type. À l'examen pro, mais ça n'est que mon point de vue et je pense que Rémi ou Nicolas pourraient mieux le dire, le fait d'avoir été sur des fonctions de direction générale, direction générale adjointe est quand même aidant et ne serait-ce que parce que c'est connu. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir un petit handicap sur l'examen pro qui était que j'étais directrice adjointe d'une direction très opérationnelle dans un département et que c'était pas très très reconnaissable pour un jury d'examen pro. Voilà, c'est peut-être la différence, moi, que j'y verrais. Grégory, vous avez entendu la question? Oui, bien sûr. Il y a bien sûr de l'objectif. Hein, pour passer le concours en interne, il faut une certaine durée d'expérience. Pour passer l'examen, une certaine durée d'expérience, 4 ans, 6 ans. C'est évidemment pas la première base. Après, c'est compliqué parce que, comme je l'évoquais dès le départ, cet examen, il n'est pas si vieux que ça. Je parle plus de l'examen parce que je pense que la question de la personne était plus orientée sur l'examen, parce que je rejoins ce que vient de dire Amélie. Sur le concours, c'est pas pertinent. Hein, sur le concours, à l'oral, ça peut éventuellement se jouer, mais c'est pas là que le point se jouera. Sur l'examen, pour réussir l'épreuve d'admissibilité, c'est bien sûr de convaincre que son dossier est un dossier d'administrateur territorial. Donc, à partir de là, on a vu des candidats. Moi, j'évoquais le fait que j'ai vu un peu plus de 200 candidats sur cet examen-là. Moi, j'ai vu des candidats avec des profils qui étaient même pas, si je puis ainsi dire, de la taille de commune que celui qui a posé la question ici. C'est-à-dire que j'ai vu des candidats, et notamment des candidats admis, qui venaient de strates relativement petites. Néanmoins, si on regarde un peu le profil type, la plupart du temps, ils sont passés par des collectivités qui sont des collectivités qui emploient des administrateurs territoriaux, surclassés ou d'office de plus de 40 000 habitants, et par des postes qui sont plutôt des emplois fonctionnels, et comme le disait Amélie, qui sont globalement, pour un jury, très lisibles. On va voir. Moi, je fais des statistiques chaque année sur les candidats qui sont admissibles. On a un petit tiers de DGS, un gros tiers de DGA,
Et en fait, les deux cumulés, ça fait presque 80%, pour vous dire que c'est des tiers un peu singuliers. C'est des gros et tiers. après, le reste, voilà, c'est des gros tiers. Et après, le reste, ça va être des postes très clairs. Directeur des finances, DRH. Vraiment et vraiment après, vous allez avoir les 2-3 candidats au profil atypique. Mais la plupart du temps, vous rentrez dans une des deux principales cases, DGS, DGA, et après, directeur très clairement identifié, ressources d'une manière ou d'une autre. Merci Rémi. Il peut arriver, écrit un des internautes, dans un parcours qu'on n'ait pas forcément une évaluation professionnelle en bonne et due forme. Or, un des éléments constitutifs du dossier de candidature à l'examen pro, ce sont les 10 dernières évaluations. Comment surmonter cet obstacle, demande-t-il. Je peux le dire, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment discriminant, c'est vraiment les 3 épreuves écrites, hein, donc la lettre de motivation, le parcours professionnel et puis l'exposé d'une réalisation professionnelle. C'est vraiment les 3 éléments. Moi, j'avais le même souci, en particulier les années où j'étais DG d'une petite ville. Je n'avais pas d'entretien professionnel. Ce que j'ai fait, et mon dossier a été admis à concourir, donc ça a été reconnu positif, c'est que je suis allé rechercher mon maire à qui j'ai demandé de me faire une attestation qui n'avait pas fait d'entretien, mais par contre, qu'il en a profité pour dire le bien qu'il pensait de moi. Et puis, même sur mes 10 ans, même en territorial, il me manquait une autre évaluation où j'ai été recherché, soit moyenne +1, soit moyenne +2 de l'époque, si moyenne +1 n'était pas accessible, pour avoir aussi une attestation qui n'était pas que j'ai pas fait, mais effectivement qui au passage disait quelques aspects qu'il retenait de mon passage dans sa collectivité. Donc je pense que là, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect purement formel, mais à la fois, je pense que cette agilité-là, en fait, c'est aussi ce qu'on fait au quotidien. Enfin, aujourd'hui, on passe notre temps aussi à ne pas avoir exactement les éléments demandés, mais par contre, on ne s'attache pas trop à la… Enfin, quand on ne peut pas répondre dans la forme, on fait en sorte au moins de répondre sur le fond. J'ai été confronté, j'ai eu la même expérience que Rémi. Hein, voilà, ça se fait bien. Donc il faut quand même, vous aviez bonne réputation, au moins partiellement, l'un et l'autre. Il vaut mieux. Actuellement, jeune attaché, j'ai l'ambition d'intégrer à moyen terme le corps d'administrateur. Quelle évolution de poste privilégier durant les prochaines années pour maximiser mes chances, notamment lors des épreuves orales? Évidemment, j'imagine qu'il n'existe pas de parcours type et que viser des postes qui plaisent est important. Je ne sais pas lequel d'entre vous est inspiré par cette question. Je vous laisse choisir. Je vais bien prendre, si vous voulez. Oui. C'est parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, déjà, ça dépend, bien sûr. Là, j'imagine qu'on parle du concours, j'ai l'impression, mais même si on parle de l'examen ou du concours, voilà, c'est entrer vraisemblablement dans les postes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, chercher la collectivité qui a la taille de l'administrateur territorial, ne serait-ce que parce que ce sera pratique une fois qu'il aurait le concours et l'examen pour être éventuellement nommé sur place pour pas redéménager une fois de plus. Donc, de fait, avoir une expérience dans une collectivité qui peut accueillir un ou plusieurs administrateurs, ça me semble évidemment pertinent. Et la deuxième chose, c'est de se rapprocher, parce qu'avec attaché, ce sera peut-être pas nécessairement faisable, mais se rapprocher de ces postes que j'évoquais tout à l'heure, qui rentrent dans les grilles d'analyse très simples, DGA, DGS ou directeur plutôt ressources, c'est-à-dire finance RH. C'est vraiment les postes qu'on va retrouver le plus souvent dans ces éléments. Mais je crois que Nico, là, voulait apporter une précision. Oui, avec juste un point de vigilance, je sais qu'on va y venir après, mais c'est que faut vraiment se questionner avant de postuler sur un poste d'emploi fonctionnel et de direction générale. Hein, il y a une spécificité et si on n'est pas prêt, ça peut être brutal et ça peut être, excusez-moi l'expression, casse-gueule. Donc, faut vraiment aussi se questionner sur l'intérêt que j'ai et pas le faire simplement pour réussir au concours ou à l'examen pro. J'allais peut-être compléter là-dessus. Ouais. Effectivement, il y a des postes, on va dire, des trajets plus utilitaires que d'autres. Il faut quand même aller sur des postes dont on a envie. Les postes interterritoriales, ce n'est pas des postes toujours faciles. C'est des postes qui sont très prenants, qui sont extrêmement passionnants, qui apportent beaucoup et où on peut apporter beaucoup. Il faut en avoir envie. Voilà, donc oui, privilégier effectivement peut-être certaines fonctions, mais surtout être en capacité, on l'a dit, je crois tous les 4, de proposer à un moment du parcours concours exam pro un récit. Et dans ce récit, je pense que le jury attend aussi notre
intérêt et pourquoi pas notre passion pour le terreau territorial. Et pour ça, il faut quand même être en capacité de témoigner d'un vécu, d'autant plus quand on est sur de l'interne, que ce soit examen pro ou concours. J'envisageais de suivre la formation Femmes Oser la DG, qui dure 2 fois 2 jours, pour me mettre en selle à l'examen pro. Est-ce que ça peut suffire à remplacer le cycle de DG évoqué par Nicolas, écrit quelqu'un? Ça vous dit quelque chose, Amélie, cette histoire de Femmes Oser la DG? Oui, je connais, c'est un cycle qui est proposé par le CNFPT. Je n'ai pas eu le plaisir d'y participer moi-même, même si je l'avais effectivement envisagé. Pour tout vous dire, j'étais inscrite avant de réussir le concours. Mais j'ai réussi le concours, donc j'ai eu la chance de faire le cycle d'un an et demi à l'INET. Est-ce que ça peut remplacer? Sur le contenu, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Femmes Oser la DG, il s'agit vraiment d'aller chercher les freins et les leviers spécifiques à la situation des femmes. Alors, il y a sans doute du contenu similaire. Le cycle de direction générale, on est quand même sur quelque chose de plus large. Moi, j'aurais tendance à vous dire, allez-y sur les deux. En tout cas, si vous êtes en situation, il existe un certain nombre d'associations de femmes dirigeantes aussi. La ATF propose aussi une sensibilisation autour des questions féminines chez les cadres dirigeants. C'est important, en tout cas, si on a le sentiment en tant que femme d'être dans une forme de limitation par rapport à l'accès à ces fonctions-là, de pouvoir bénéficier soit par l'intermédiaire dirigeante des territoires, les travaux qui peuvent être faits par l'ATF, Femmes Oser la DG, enfin, de pouvoir se raccrocher à l'un de ces programmes-là, à l'une de ces propositions-là pour réfléchir aussi à en quoi, en tant que femme, je connais aujourd'hui des limites, je connais aujourd'hui des freins et je souhaite les dépasser, voilà, travailler ces questions-là, mais je ne dirais pas que ça remplace forcément le cycle de direction générale qui a encore une autre possibilité d'évolution et de réflexion sur son parcours professionnel. Pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Voilà. Pour ceux et celles… la situation de chacune. Allez-y, Nicolas. Pardon, Amélie. Pardon, Amélie. Pour ceux et celles qui ne sont pas en direction générale, je pense qu'il y a le cycle supérieur de management. C'est quoi la caractéristique commune de ces deux cycles? C'est qu'il y a des apports théoriques qui sont absolument nécessaires pour bien préparer le concours, y compris l'examen pro. Il y a cet échange entre pairs qui permet de se questionner, qu'évoquait notamment Rémi. Et du coup, ce côté où je ressors de la collectivité, qui me permet de me questionner aussi sur ma perspective. C'est pour ça que j'évoque ces deux cycles qui me paraissent vraiment intéressants. Merci. Une question pour… réalisé par le CNFPT au demeurant. Une question pour Grégory. Vous m'entendez là? Bonjour, actuellement attaché principal mais en poste de directeur de cabinet, y a-t-il beaucoup de candidats reçus qui ont ce type de profil atypique ou est-ce mal accepté? Je peux répondre non. Soyons honnêtes, j'en ai pas vu énormément. On va pas se mentir. Après, déjà, je pense que plus on avance, plus ce jury est aussi capable de regarder les candidats dans leur ensemble sans préjugés. Simplement, le jury, il a, à mon sens, une préoccupation. Enfin, il en a deux. Moi, je dis souvent qu'il y a une dimension gardien du temple. Les 9 personnes qui sont là, ils sont un peu gardiens du temple, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner le cadre d'emploi d'administrateur territorial pour le reste de votre vie quand même. Donc forcément, il faut s'assurer que la personne elle entre bien là-dedans. Donc Rémi, il a l'assertivité. Moi, j'ai l'exis corporel comme expression que j'utilise souvent, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose. L'exis, c'est un terme de Bourdieu, faire quelque chose d'administrateur dans son parcours. Donc moi, je sais pas ce qu'il a amené à être directeur de cabinet, c'est une drôle d'idée, hein. Mais c'est effectivement potentiellement parce qu'il y a aussi cet amour de territorial, parce qu'etc., ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'il faut voir ça. Donc, il y a cette première dimension, j'ai envie de dire. Et puis, après, c'est peut-être là où il faut envisager un autre poste à un moment donné entre les deux, si on va vers l'examen, pour peut-être être aussi un peu rassurant et montrer qu'on a ce point-là. Alors, pour être très transparent, moi, j'ai préparé un candidat qui était directeur de cabinet, sauf erreur de ma part, je dirais que c'était la promo de Nicolas d'ailleurs, la toute première. Et
Et il avait obtenu l'examen. Donc, de manière sûre, sur un échantillon très limité, je peux dire que ça existe. Mais globalement, pour voir le profil des candidats qui sont admis à l'examen, c'est pas le poste qui me paraît le plus pertinent. Et puis, il faut quand même beaucoup montrer de la gestion de projet. Or, quand on est directeur de cabinet, on est rarement en gestion de projet. On est sur beaucoup d'autres missions. Je suis assez bien placé pour le dire, mais être vraiment un chef de projet à un moment donné, c'est quelque chose qui me paraît important pour présenter notamment l'examen. Ça marchera aussi pour le concours. Juste, Nicolas, vas-y. Ce qui est vrai, moi j'ai commencé mon parcours en cabinet, ce qui est vrai, c'est que ça apporte un angle particulier dans le rapport aux élus, qui est un vrai atout. Après, je rejoins complètement ce que vient de dire Grégory. Amélie? Peut-être juste pour compléter, moi, dans ma promotion à l'INET, de mémoire, je crois qu'il y avait au moins 3 personnes qui étaient passées par des fonctions de cabinet ou de direction de cabinet. Donc, c'est un parcours possible. Ce n'était pas forcément la seule fonction qu'ils exerçaient. En revanche, je voulais témoigner aussi du fait que c'était un apport extrêmement intéressant dans une promo d'administrateur en formation. Parce que c'est aussi l'occasion de confronter les points de vue. La relation élue, la relation cabinet, c'est une relation qui est extrêmement riche, extrêmement intéressante, mais pas toujours simple, et que ça permettait aussi de préparer les uns et les autres à la réalité de ces relations-là en collectivité. Donc, moi, je milite pour qu'on ait des collègues de cabinet dans le cadre d'emploi d'administrateur. J'ai connu, j'ai vu des admissibles qui soit étaient DIRCAB, soit qui l'avaient été. Ce qui me paraît essentiel, c'est bien dans le récit, justement, dans la manière dont il raconte, dont il se positionne dans le jury, qui montre bien qu'ils connaissent le métier de DIRCAB, qui connaissent les métiers des directions générales et qui sont bien conscients de la différence entre les deux. Je pense que la peur première d'un jury par rapport à un DIRCAB, c'est qu'il occupe les fonctions de directeur général des services avec le costume du DIRCAB. Et donc, c'est bien pour ça que c'est important de dire aujourd'hui que c'est dans mon projet professionnel, je connais bien les élus pour les avoir conseillés comme DIRCAB. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose, qui d'être, par exemple, un emploi fonctionnel sur laquelle je vais déployer les orientations des élus pour développer un service public efficient, efficace, etc. Donc, c'est vraiment la manière dont on se positionne est absolument essentielle. J'en profite pour dire également, parce que je l'ai dit en rebond de ce qui a été dit auparavant, c'est que comme c'est un cadre d'emploi qui est extrêmement généraliste, ce qui est important, c'est aussi de montrer comment on fait la synthèse entre des expériences très différentes. Parce que ce sera plus rassurant pour un jury d'avoir quelqu'un qui a été DIRCAB, qui a été directeur, qui a été cadre de direction, qui a été en son pas fonctionnel et qui est capable d'en tirer la quintessence pour en quoi ça va l'aider à être administrateur, que d'avoir quelqu'un qui a un parcours plus monolithique, qui est resté dans la même thématique, sur laquelle il a grimpé les échelons peu à peu, et qui va dire, et du coup aujourd'hui c'est logique, je vais devenir administrateur. Ben non, c'est pas du tout logique. Et donc cette capacité d'être généraliste, c'est de la manière dont on est capable, justement, je reviens sur la réflexivité, sur la capacité que l'on a de raconter qui on est, ce que l'on est, de manière structurée pour donner confiance aux élus sur notre capacité à embrasser pleinement les fonctions d'administrateur. Une question pour les quinquagénaires. Ils se délanceront. Peut-on s'engager dans un tel projet, préparation plus concours, plus sans expérience de direction en collectivité, après 50 ans, et néanmoins avoir des chances de réussite? Je ne veux pas désigner de quinquagénaire, donc prends la parole. Je ne suis pas quinquagénaire, je peux parler si vous voulez. Juste en un mot, paradoxalement, c'est assez fréquent en fait sur l'examen pour 2 raisons. La première, c'est que il faut déjà quand même une certaine profondeur d'expérience pour pouvoir y aller. Alors, il faudra quand même pouvoir cocher les cases objectifs pour pouvoir préparer l'examen. Au concours, c'est autre chose. De l'autre côté, en fait, ça répond à une des questions qui a été posée tout à l'heure. C'est-à-dire que pourquoi en prépa concours, on a un creux entre 35 et 50 ans? Parce qu'entre 35 et 50 ans, on a souvent la charge de famille la plus complexe. Donc, on a des gens qui arrivent à passer des concours entre 35 et 50 ans, mais j'ai envie de dire, la question, elle est presque à l'envers. C'est comment on arrive à le faire quand on est entre 35 et 50 ans, parce que c'est là où la conciliation vie privée, vie professionnelle, prépa concours
est extrêmement compliqué. Au fond, à 50 ans, c'est parfois aussi le moment de se dire, bah, là, je vais peut-être récupérer un peu de temps libre, les enfants étant plus autonomes pour ceux qui sont concernés par ce sujet-là. Et donc, au fond, voilà, moi, je n'interviens pas en tant qu'agénaire, mais sur ce sujet-là, je pense que c'est pas un hasard si moi je vois beaucoup de candidats à tous les concours et examens qui se sont présentés, qui ont effectivement passé ce cap-là parce qu'ils trouvent un nouveau temps pour se préparer. Mais je crois que Rémi voulait intervenir. Oui, Rémi. Pour moi, la question, encore une fois, c'est pas tant le profil, enfin, avec les limites qu'on a dit auparavant, c'est comment on le met en récit pour montrer cette capacité à. Il y a quand même une vraie question à 50 ans, c'est que ça demande de se remobiliser sur le plan intellectuel, de retravailler le soir, le week-end, en plus de fonctions souvent déjà très, très prenantes. Et c'est un vrai choix, il faut le faire. Moi, je regarde à mon souvenir, enfin, c'est ce que m'ont dit après, c'est que quand je l'ai préparé, j'avais le même été. J'avais un de mes fils qui était en Cagne BL et qui préparait dans ma sup, et j'avais ma femme qui était en reconversion professionnelle et qui refaisait un Master 2 d'ingénierie d'information, aussi à peu près à même âge que moi. Et finalement, on travaillait ensemble sur la table salle à manger le week-end, et mon fils m'a dit après coup, ce qui m'a impressionné, c'est que je me suis rendu compte qu'il, moi, en Cagne BL, pensait être parmi celui avec qui bossait le plus. J'étais impressionné de voir que mes deux parents travaillaient autant que moi. Et c'est un peu donc, je ne dis pas qu'on est en prépa, mais le rythme est quand même un rythme qui se rapproche de la prépa. Voilà. Et du coup, c'est est-ce qu'on est un élément de coaching. Voilà, et ça rejoint un élément que disait auparavant, dans le choix, dans l'équilibre vie perso, vie pro, préparer un concours d'administrateur ou l'examen d'administrateur, c'est pas neutre, et ça demande vraiment, je pense qu'est-ce qu'a dit tout à l'heure, ça demande vraiment de se dire aujourd'hui, est-ce que on est prêt à aussi investir en temps, le temps qui sera suffisant, nécessaire pour finalement ne pas y aller pour rien. Parce que si je prépare qu'à moitié, je vais quand même sacrifier un certain nombre de soirées et de week-ends, et si je prépare à moitié, je ne serai jamais reçu. Donc c'est vraiment ce choix-là sur lequel il faut réfléchir. Et à 50 ans, pour moi, ça m'a été plus difficile pour me remobiliser intellectuellement que si je l'avais fait 10 ans plus tôt. Mais il reste plus de 15 ans de carrière, donc forcément, ça fait aussi sens. Hein. Quand vous savez qu'il vous reste encore 15 ans, c'est quand même pas rien en matière de carrière professionnelle. Quoi. On a une question d'un jeune là. Étudiant en IEP, je souhaite préparer le concours externe d'administrateur l'an prochain. Je réalise une année de césure afin d'effectuer des stages en collectivité. Donc ça, j'ai cru comprendre que vous pensiez que c'était plutôt bien. Bien sûr. Il vous demande, Amélie, je vous pose la question. Tiens, avez-vous une collectivité ou une fonction particulière à me conseiller dans une optique de préparation prochaine? Pour moi, pour préparer le concours, la collectivité, on va dire, dont le spectre va être le plus large et qui va le mieux préparer, c'est sans doute dans le bloc communal, en commune. Alors, une commune de taille suffisante, effectivement, on l'a dit, pour pouvoir aussi fréquenter des administrateurs et pouvoir bénéficier aussi de ce parrainage-là. Mais voilà, autant, et pourtant, je suis une fidèle des départements. Mais je pense que pour préparer le concours, c'est quand même mieux d'être en commune parce que le spectre de compétences est plus large. Et puis parce que plus globalement, ça parle plus aussi. Les compétences régionales et départementales, elles sont très spécifiques, elles ne parlent pas forcément toujours aussi bien au jury, et la mise en récit, elle est plus compliquée. Donc voilà, je conseillerais plutôt pour le coup le communal. Après, s'il a l'occasion de faire un stage dans les 3 niveaux de collectivité, qu'il n'hésite pas. Conseilleriez une commune, mais peut-être pas une commune métropolitaine alors? Ou une interco. Hein. Oui, sur le bloc communal, hein, ça peut être effectivement, comme le dit Nicolas, ça peut être aussi une interco. En tout cas, un niveau de taille suffisant. Ça peut être métropolitain, ça peut être une grosse agglo. Une taille quand même suffisante pour aussi pouvoir bénéficier d'administrateurs en poste qui puissent aussi conseiller à la préparation. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs éléments par rapport à ce que dit Amélie, pour moi, qui confortent le bloc local. D'une part, il y a ce que Céline vient de dire, c'est-à-dire que sélectionner une commune ou une interco d'une certaine taille qui fait qu'il y a un environnement avec des administrateurs en poste. Le rapport aux élus, parce que la proximité avec les élus, et ça permet de s'acculturer. Et le troisième, c'est que ça permet, à mon sens aussi, de bien percevoir les éléments de complexité et le rapport entre les schémas et l'opérationnel. Là, je pense que c'est le bon niveau pour se préparer et s'acculturer à ce que va être
ce qu'on exercera comme métier en tant qu'administrateur ou administratrice. Je sais pas, Il y a quand même un sujet, si je peux me permettre, il y a un sujet quand même, c'est la compatibilité entre le poste qu'il est en train de choisir et le temps de la préparation du concours. C'est-à-dire que c'est sûr que pour pouvoir faire cette immersion dans la territoriale, et ne serait-ce que voir si ça lui plaît, hein, c'est évidemment aussi déjà un peu cette question-là qui peut se poser. Moi je le prends en stage s'il veut, hein, qui vienne me voir. Mais c'est intéressant, c'est d'aller voir un peu les différents niveaux, d'aller voir ça. C'est sûr que c'est très malin et c'est une bonne façon de faire. Mais attention, déjà, en fait, on a des boulots passionnants dans la territoriale. Donc une fois qu'on a mis la main dedans, on n'a plus envie de s'arrêter pour faire la prépa concours. Et donc faut bien se poser la question au point de départ, quel est l'objectif de cette année-là? Parce que ça peut reporter aussi l'objectif concours, parce qu'à partir du moment que vous entrez dans un de ces métiers qu'on peut avoir éventuellement la chance d'avoir, parce qu'il sort d'un IEP, donc potentiellement on peut lui proposer assez rapidement un poste très prenant. À partir de là, vous avez oublié les 35 heures et vous avez oublié la possibilité de cumuler facilement avec une prépa aussi exigeante que celle que décrivait Amélie tout à l'heure. Et on va pas se mentir, pour le concours en externe, c'est ce qu'il faut. On va essayer de dérouler les questions. Pardon, il va falloir aller vite. Pardon. Bonjour, je suis fonctionnaire de la DGFIP et je souhaite passer le concours interne. Comment valoriser un profil État, entre parenthèses, d'inspecteur travaillant seul, sans expérience du management? Concours interne, je vous pose la question, Amélie. Ce monsieur de la DGFIP, là? Alors, il y a deux possibilités, hein. Il y a la voie préparation IGP2 en passant la sélection de la préparation IGP2 qui est extrêmement riche. Et on a beaucoup de collègues qui arrivent à l'INET par cette voie-là, effectivement. Après, s'il ne passe pas par cette voie-là, je lui conseillerais de pouvoir quand même s'approprier les questions managériales en échangeant, comme on dit les uns et les autres, sur d'autres profils avec des professionnels en poste. Parce que malgré tout, il faut pouvoir, notamment sur l'épreuve, par exemple, d'interaction collective à l'oral, être en capacité de démontrer quelque chose de crédible en termes de vie en collectivité. Et là, voilà, ça nécessite quand même de comprendre quel est le réel du quotidien d'un professionnel en poste. Donc, moi, je conseille de prendre contact avec des administrateurs en poste pour échanger sur la réalité du quotidien et se rendre crédible sur cet aspect-là. En revanche, il aura sans doute peut-être des facilités au regard de ses fonctions sur la préparation des écrits. Grégory, le fait d'avoir eu une fonction d'élu, vous y répondrez aussi après, Rémi, une fonction d'élu local dans sa carrière, est-il perçu comme un atout ou un inconvénient? On va dire la même chose que ce qu'on s'est dit sur d'autres éléments. Oui. Bien sûr que pouvoir comprendre un élu, pouvoir se mettre dans la peau d'un élu, c'est inévitablement un atout. Après, la seule chose qu'on a quand on se prépare à un oral, c'est de savoir placer toutes les choses à la bonne place. C'est la même chose que tout à l'heure pour le directeur de cabinet. Il faut placer les choses à la bonne place. Ni partir du principe, j'ai été élu, donc c'est bon, il y a les 3 élus dans le jury qui sont dans ma poche, ou je ne sais pas quoi qu'il en soit, ni se dire que c'est un handicap. C'est évidemment une chance que d'avoir pu avoir cette expérience-là, et même si c'est au présent, ça ne pose aucun problème, même si on est élu à l'instant T. Par contre, il faut juste montrer comment on va articuler le tout. C'est tout, montrer les forces que ça représente et être conscient de ça. C'est la même chose pour le candidat d'avant. Hein. Il n'a pas managé, très bien. Il fait les forces qu'il a par ailleurs et les faiblesses, il les travaille en allant discuter, en allant faire ça. C'est toujours une question d'équilibre. Nicolas, avez-vous des exemples d'interactions intéressantes entre un candidat et le jury? Alors, je vous lis toute la question. L'asymétrie entre jury et candidat et le fait que le candidat ne puisse pas poser de questions permettent-ils d'avoir une conversation entre jury et candidat? Comment faire pour nouer une discussion dans ce cadre? Avez-vous des exemples d'interaction? Moi, je vais redire des choses toutes simples. Quand je parlais de l'ouverture des 3 minutes, et tant pis, je vais le remercier encore Grégory une fois, c'est que, non mais ça fait pas de mal parce que j'y pense régulièrement, c'est que en fait c'est à chaque fois que j'ouvre une porte sur laquelle je peux être en capacité de rebondir. En fait, on a la main le paradoxe, c'est qu'on a la main. La clé de la réussite, c'est de se dire, quand je réponds aux questions, je me redonne la main et je rebondis pour ouvrir une porte qui va me servir, qui va me permettre de bien rebondir. C'est un exercice délicat et d'où l'intérêt de… Vous savez, il y a un côté, moi, il se trouve que depuis cette année, je prépare à l'examen pro d'attaché principal
Et ce que je leur dis, c'est faut être prêt. On a une grosse compétition sportive en ce moment. Faut être prêt le jour J au bon moment à rentrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a bien se mettre en condition. Il y a de l'ordre de la condition physique, de la condition mentale. Et quand on est dans cet état-là, je pense qu'on est en capacité, on n'a pas besoin de poser des questions. C'est d'être en capacité de renvoyer le jury et de l'emmener là où on veut l'emmener, comme dans certains sports collectifs. C'est un jeu tactique qu'on doit mettre en place. Rémi, bonjour, merci pour ces conseils. Ma question, 2 points. J'ai passé l'examen pro, j'ai eu les commentaires de mes correcteurs qui m'encouragent à le repasser. Entre parenthèses, 12 sur 20. Avez-vous des conseils à me donner? Présenter la même action autrement, tout changer? Alors, moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de collègues n'y arrivent pas du premier coup, et c'est normal parce que c'est compliqué. Et je pense que de passer plusieurs années, enfin 2 années de suite, voire 3 fois, c'est pas rédhibitoire. La question, c'est effectivement, ça sert à rien de repasser exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous changez rien, vous aurez 12 l'année prochaine, la fois d'après, quoi. Je caricature un tout petit peu. Donc, c'est vrai que le jury apprécie, parce que souvent, en général, d'une année sur l'autre, il y a toujours au moins 2 membres du jury qui sont encore là. Donc, ça veut dire que si vous remettez le même dossier, il y en aura 2 qui se rendront compte. Donc, aujourd'hui, n'hésitez pas à le bonifier, à prendre en compte les éléments montrer que vous avez entendu les remarques des uns, les conseils des uns des autres et que vous avez amélioré à la fois votre lettre de motivation que votre regard réflexif sur votre parcours. Et puis, de plus en plus, moi, j'entends des jurys qui sont un peu agacés de dire il n'a pas fait l'effort, il a remis la même leçon professionnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, soit vraiment vous voulez reprendre la même parce qu'elle est marquante, mais à ce moment-là, vous la retravailler pour la présenter différemment, pour montrer que vous avez vraiment pris conscience de ces limites de l'année précédente, ou alors vous changez complètement de sujet, quoi. Mais ne refaites pas le copie conforme de l'année d'avant, quoi. J'envisage de passer l'examen professionnel administrateur, nous écrit un autre de vos collègues. Il n'y a pas de préparation pour l'écrit. Avez-vous des recommandations sur la structuration des supports demandés? J'ai piloté plusieurs projets et je ne sais pas lequel serait le plus pertinent à présenter et les angles importants à mettre en valeur. C'est intéressant comme question. Vous voulez y répondre en 1 minute? Je peux dire un petit mot parce que juste pour si je vois bien le chat auquel ils ont accès, ils ont la preuve qu'il y a une préparation pour l'écrit puisqu'il y a un lien qui leur a été envoyé. Ça fait erreur de ma part, donc il existe bien une préparation à l'écrit et je pense que c'est pas une mauvaise chose que de se préparer à l'écrit parce que effectivement c'est la première question à se poser. Quelle est la réalisation professionnelle qu'on peut faire? Et par rapport à ce que disait Rémi, je suis 100% d'accord sur sa réponse à la question d'avant. De fait, on peut garder éventuellement une même réalisation professionnelle et changer le dossier parce que des réalisations professionnelles qui rentrent dans ce qui peut être attendu, on en a rarement fait 50 dans une vie. Moi, j'ai un conseil, je pense, à donner et qui répond à beaucoup de choses qu'on s'est dites depuis le départ, c'est entrer dans ce qui fait les préoccupations du jury. À quoi pense le jury? À quoi pensent les 9 personnes qui sont ici? Inévitablement, aujourd'hui, on n'est pas trop surpris de voir que parmi les grosses réalisations qui sont retenues quasiment chaque année, il y a des grands traits sur tout ce qui va être ressources. C'est-à-dire que c'est pas forcément un projet ressources, mais c'est un projet qui a quand même un vrai volet ressources. Comment est-ce que j'ai optimisé les RH et les finances publiques sur un projet? Alors, ça peut être un projet purement managérial, purement RH, purement finance, comme ça peut être un projet sport ou culture, mais qui aura ce volet important. Et puis, c'est pareil. Vous êtes là un peu quand même pour impressionner le jury, si j'ai envie de dire. Vous êtes là quand même pour que le jury, à un moment donné, se dise « Ah, ça, c'est un administrateur territorial que j'ai en face de moi. » Donc, prenez un projet que peu de gens ont fait, qui a, par sa dimension, par son originalité, est quand même quelque chose qui va intéresser. Alors, une fois encore, pour en avoir vu beaucoup de dossiers de candidats, je peux vraiment vous dire que c'est quand même très disparate. On a un peu de tout, mais il y a toujours ce point commun. Je vais vous dire le dossier le plus saugrenu, je ne sais pas si c'est peut-être pas le bon mot, mais le plus original que j'ai vu parler de la réorganisation d'un service suite à un suicide. C'est pas forcément un truc auquel vous pensiez en premier lieu, mais c'était très, 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 très intelligent et ça montrait toutes les dimensions, finance, RH, etc., d'un service. Après, c'est très souvent des projets d'administration, des refontes d'une organisation, des fusions de communes, fusions, etc., etc. Bon, c'est ce genre de projet quand même de grande ampleur qu'on va pouvoir trouver, mais il faut aussi et surtout que ce soit un projet dans lequel vous êtes au centre. Parce que si c'est un projet dans lequel vous jouez un rôle un peu de seconde zone, même si le projet est très impressionnant, ça ne marchera pas. Donc, il faut un projet autant que possible de grande ampleur, mais dont vous êtes le héros quand même. Bon,
On a plein de questions sur l'examen pro, sur sa préparation. Je vous les lis. Directrice des finances et des affaires juridiques au sein d'un département, j'ai toujours évolué sur des postes dits ressources. Il m'a été indiqué que ce parcours me serait préjudiciable pour l'examen en raison du défaut de pilotage de politique publique. Votre avis? Je vais poser la question à Amélie Dietlin. Alors moi, je ne pense pas. Hein. Très honnêtement, plus simple de valoriser en examen pro des fonctions ressources que des fonctions très opérationnelles et très spécifiques. Mais ça n'est que mon point de vue et peut-être les uns et les autres pourront compléter, tout simplement parce qu'à partir des fonctions ressources, en fait, on a une visibilité globale sur les fonctions opérationnelles et qu'on peut aussi être amené à en parler par ce biais-là. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. Merci, Je Rémi. vais juste rajouter effectivement que, par contre, montrez bien que vous n'êtes pas un expert ressources qui ne sait faire que des ressources, vous n'êtes pas uniquement le financier ou uniquement le RH, mais vous êtes bien celui qui contribue au déploiement des politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la manière dont vous vous percevez comme ressource, donc ça veut dire que vous vous intéressez au sujet que vous touchez et vous êtes capable de parler quand vous parlez de directeur des finances, vous êtes capable de parler du PPI de votre collectivité en montrant qu'est-ce que vous avez fait et en quoi ça répond aux orientations politiques. Vous êtes capable, si vous êtes en département, vous êtes capable de parler des principaux dispositifs de l'enfance et en disant ce que vous avez fait en RH, comment vous avez été chercher les profils dont on a besoin pour piloter les politiques sociales des départements. Donc, c'est vraiment tous ces sujets-là. Donc, c'est bien, encore une fois, c'est le regard qui apporte plus que le fait que vous ayez été que ressources. Par contre, si jamais je vois que j'ai un expert qui connaît parfaitement si je prends la DRH, qui connaît le statut sur le bout des doigts, mais qui est incapable de me citer les compétences et de comprendre en quoi concrètement le statut va permettre de développer les politiques publiques, effectivement, vous ne serez pas prise. Donc, c'est vraiment la posture, encore une fois, la manière dont on se positionne. Voilà, Nicolas, gardez la parole. Est-il intéressant de montrer une expérience de création d'un service ou d'une direction si cette expérience date de 5 ou 6 ans? Oui. En fait, par rapport à ce que disait Grégory, c'est un des éléments essentiels à avoir à l'esprit, c'est ce que vous faites vous en tant que journaliste. Quand on a un sujet, c'est de trouver son angle. Et l'angle qu'évoquaient à la fois Rémi et Grégory, c'est évidemment en quoi ce projet, en quoi je suis capable de montrer sa dimension stratégique et en quoi je fais ressortir quels sont les éléments liés aux ressources, à la manière de piloter, quelles sont les dimensions managériales, comment j'en fais une lecture systémique. Et un des trucs qui est souvent reproché, ne pas hésiter à avoir une dimension critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de raconter sa success story. C'est-à-dire qu'un des attendus aussi, c'est d'être en capacité à tirer des enseignements et donc à avoir une dimension critique sur ce qui a été, donc à évaluer ce qu'on a fait. Je peux dire un mot là-dessus. Effectivement, oui. Moi, j'ai donné tout à l'heure un profil qui est très intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait son dossier sur un échec. Et je trouve ça très intéressant aussi sur un projet qui n'a jamais réussi à aboutir. C'est original, mais au moins c'était marquant et c'était pas mal. Moi, j'ai envie de dire 3 choses que j'agrégerais en un mot. En gros, qu'est-ce qu'on va chercher dedans par rapport notamment au profil d'avant? On cherche quelqu'un qui sait manager, on cherche quelqu'un qui sait gérer un projet et qui peut potentiellement avoir une grande compétence technique. Si j'ai une très grande compétence technique, c'est formidable, mais si je coche pas les 2 autres, ça ne servira pas à grand-chose puisque c'est les 2 autres qui sont quand même, à mon avis, je parle de l'examen ici, le chapeau, gestion de projet complexe et capacité managériale. Donc évidemment, cette personne, elle peut le faire. C'est vrai que l'inconvénient, s'il y en a un dans les fonctions ressources, l'inconvénient, c'est qu'on a souvent moins de grands projets et il en existe évidemment. Il y a un mot pour moi qui agrège tout ça et qui résume tout ce qu'on s'est dit, c'est la transférabilité. Quoi que j'ai fait avant, c'est formidable et personne ne viendrait contredire dans un examen que vous êtes super à votre poste. Mais ce que vous devez faire à l'écrit comme à l'oral, c'est convaincre les gens que vous êtes transférable dans n'importe quel poste du cadre d'administrateur territorial et être conscient qu'on ne va pas non plus de son poste aujourd'hui à justement n'importe quel poste. Tout le monde ne va pas devenir DGS d'une grande région, quoi. Évidemment, il y a des étapes, mais on doit pouvoir être transférable. Je suis sur un poste très particulier. Je suis directeur des finances. Je dois pouvoir apparaître comme un bon DGS. Je suis un bon DGS. Je dois pouvoir apparaître aussi comme un bon DGA ou directeur d'une collectivité de taille stratosphérique. C'est évidemment là qu'on montre qu'on est capable d'emporter ses compétences
de les transférer dans n'importe quel autre poste, dans n'importe quelle autre strate, dans n'importe quel autre territoire. Ok, est-ce que l'un de vous trois veut rajouter quelque chose aux propos de Grégory? Non, donc simplement dire que l'ancienneté du projet qu'on présente n'est absolument pas rédhibitoire. Peut-être pour revenir sur la fonction ressources, se dire aussi que lorsqu'on est inversement sur une fonction opérationnelle, il faut être en capacité de démontrer qu'on a une bonne maîtrise des fonctions ressources quand même. D'accord. J'ai remonté le fil des questions, puis il y en a une qui vous est destinée à Amélie. Comment préparer seule? Toute seule? Alors, comment préparer seul? Ça suppose de s'organiser, de se faire un calendrier, d'aller lire quels sont les attendus du concours ou de l'examen pro. Il y a des programmes, il y a une liste d'attendus dans les concours. Donc déjà, se faire un calendrier avec, il y a tout ça à absorber d'ici à la date du concours, dans quelle ordre je prends les choses et comment je m'y prends. Il faut être extrêmement organisé quand on est seul. Grégory l'a dit aussi, repérer ses temps de disponibilité et comment effectivement en pratique on va s'y mettre. En fait, c'est de la gestion de projet, la préparation d'un concours. Donc c'est quel est l'objectif, quelle est la date, quels sont les jalons, et puis à partir de là, effectivement, on déroule une organisation. Et puis j'allais dire, comment préparer seul? En ne restant pas seul. Et donc en allant certes pas forcément dans une préparation dédiée, mais en tout cas en allant en contact de professionnels qui ont connu cette expérience-là et qui peuvent aussi aider et guider. C'est quand même la majorité des gens qui le préparent seuls. Hein. La plupart des gens sont seuls. À l'opposé, moi j'ai eu le plaisir de voir des gens qui arrivaient à trouver un binôme. C'est très très bon pour la motivation. Avoir la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui partage le même problématique d'organisation, etc., c'est super. Donc, n'hésitez pas à travailler en réseau. Merci. Alors, on est arrivé au terme de ce webinaire. Je remercie beaucoup Amélie, Rémi, Nicolas, Grégory d'avoir répondu aux questions de leurs collègues, d'avoir répondu à un grand nombre de questions pendant 1h30. J'espère que ce webinaire, à vous qui l'avez suivi, a été utile. Au demeurant, vous étiez près de 250 connectés, ce qui indique très clairement qu'il y a un besoin d'informations fort sur ce sujet. Et puis la conclusion m'est fournie par un des internautes qui nous rappelle la citation de Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà une belle citation. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne préparation au concours si vous y arrivez bientôt dans cette grande épreuve. Merci à tous. Merci et bon courage à tous. Au revoir. Au revoir et bon courage.